RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, notre invité est Nicolas Mayer-Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire délégué du Parti socialiste. C'est un nouveau titre qui est apparu tout récemment au sein du Parti socialiste, il y a un mois, à l'issue du congrès de Marseille, pour tenter de régler en fait la crise à la tête du parti, puisque vous contestiez les résultats qui donnaient Olivier Faure vainqueur pour se succéder à lui-même. Un mois après, est-ce que cette nouvelle organisation fonctionne sans trop de friction ? Elle se met en place, comme vous l'avez dit, ça fait moins d'un mois. Il faut quand même lui laisser du temps. En plus, c'est un peu technique, mais il y a des votes au niveau local dans ce que nous appelons les fédérations, qui viennent à peine de se terminer. Pour l'élection des premiers secrétaires fédéraux. C'est ça. Oui. Notre parlement interne au Parti socialiste n'est pas encore installé. Il le sera dans quelques jours. Donc les choses se mettent en place progressivement, mais on se voit tous les lundis, effectivement, avec non seulement Olivier Faure, mais aussi Johanna Roland, qui est la maire de Nantes et qui est également première secrétaire déléguée. Et vous avez l'impression de travailler tout de même en bonne harmonie avec Olivier Faure ? Non, mais je ne veux pas faire de langue de bois. Il y a des différences qui se sont vues. Oui, on va les évoquer. Non, mais il y a d'abord, sur la forme, c'est tout à fait courtois. Il faut le dire. Encore heureux, vous allez me dire. Mais enfin, je tiens quand même à le préciser parce que parfois il y a des rumeurs ou des fantasmes sur tout cela. Et puis, comme on l'a vu pendant le congrès, il peut y avoir des positions différentes. Et précisément, le but de cette direction collégiale, c'est d'essayer d'avancer dans un collectif. Maintenant, c'est bien sûr au premier secrétaire de donner les preuves et les actes de ce rassemblement collectif, mais on y travaille. Alors, il se dit, et vous avez dû le lire forcément vous aussi, que vous irritez un peu Olivier Faure et son entourage en multipliant les prises de position, les interviews, les déclarations, sans concertation, et que donc vous jouez un peu, comme on dit sur un terrain de football, un peu trop perso. Vous les avez entendus, ces critiques ? Est-ce qu'éventuellement vous les comprenez ? Je peux comprendre qu'il y ait parfois des critiques, mais comme je l'avais déjà dit pendant la campagne, d'une part, les roses ont des épines. Ouais. Vous n'êtes pas là pour faire de la figuration. Et voilà, c'est ça que vous voulez dire. Encore une fois, sans langue de bois, moi, les titres ou les postes, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, nous entendons, je dis nous parce que nous représentons un collectif avec des socialistes et qui, on n'est pas adversaires, mais qui ont exprimé des attentes différentes. On a bien vu que ce congrès, c'était pas le même que dans des périodes précédentes. Donc il faut l'entendre. Et moi, je suis un des porte-voix de cela. Toujours dans une démarche collective, absolument, et collective au-delà du Parti socialiste. Nous sommes tous pour, par exemple, le rassemblement de la gauche, mais avec des options qui peuvent être différentes sur les sujets de fond. Et après tout, c'est normal dans le débat démocratique. Mais Olivier Faure a remporté, vous parliez à l'instant de l'élection des premiers secrétaires fédéraux, on sait d'ores et déjà, même si tous les résultats ne sont pas connus, mais on sait qu'il a obtenu, en tout cas lui il s'en réclame, la majorité absolue au Conseil national du Parti socialiste. Est-ce que ça le renforce dans sa légitimité de chef, de premier chef du Parti socialiste? Mais pour reprendre votre mot, la vraie question c'est comment on veut chefer. Est-ce que quand vous avez deux blocs... Jacques Chirac disait un chef c'est fait pour chefer. Vous avez deux blocs. Ouais. On peut évidemment regarder au détail près de la voix, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a deux blocs. Alors il y en a un qui est peut-être un petit peu plus gros que l'autre, mais c'est deux blocs qui sont autour de 45-50. 55 pour l'un, peut-être 45 pour l'autre, 52, 48, peu importe. Vous avez deux blocs de taille assez comparables. Vous avez deux façons de chefer. Soit vous êtes dans la confrontation et potentiellement la stérilité et parfois des situations extrêmement clivantes et dangereuses en réalité pour le collectif dans son ensemble, soit on essaie de trouver un consensus. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. Il y a eu le temps du débat du Congrès, et maintenant, puisque nous représentons chacun deux blocs, eh bien, nous essayons de travailler à avancer ensemble. Et il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Mais dans un système démocratique, vous dites 55-45 ou 52-48, mais même 51-49. Oui. Dans une configuration démocratique, il y a un gagnant et un perdant. Vous avez absolument raison. Mais votre raisonnement est juridique, arithmétique. Moi, je vous parle sur le plan politique, sur la façon d'avancer ensemble. Quand on est dans une même famille politique, on est quand même dans la même famille politique. Est-ce qu'on veut s'opposer ? Et donc cliver et s'affronter. Et on a vu que parfois ça pouvait mener à des dissensions, ou à des départs, ou à des exclusions. Je
crois que personne ne souhaite ça, ni Olivier, ni moi, ni personne, enfin j'espère. Et soit on veut plutôt essayer de trouver des accords pour avancer ensemble. C'est l'esprit de la conclusion de l'accord de Marseille. Donc essayons de continuer dans ce sens-là. Mais je ne fais pas de procès d'intention. Hein. Je crois vraiment que Olivier aussi est dans cet état d'esprit. Quelles sont les difficultés, au fond, que vous avez à vous mettre d'accord? Sur quel sujet? Est-ce que c'est notamment la place du Parti socialiste sur l'échiquier politique et les rapports avec la NUPES? D'abord, je voudrais quand même relativiser, parce que, attendez, évidemment, c'est peut-être normal qu'on parle des sujets où on n'est pas forcément complètement d'accord. Mais enfin, il y a 9 sujets sur 10 sur lesquels on est complètement d'accord. Hein. Et heureusement, on est quand même dans la même famille politique. Ensuite, c'est vrai... Oui, mais le rapport à la NUPES, ça détermine beaucoup de choses sur l'avenir, tout de même. Oui, mais parce que ça correspond à une réalité dans le peuple de gauche. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée nationale, peut-être en parlera-t-on ensuite. Oui, on va en parler. On a bien vu qu'il y avait des différences d'appréciation, j'essaie de le dire d'une façon nuancée, sans procès d'intention là encore, mais des différences d'appréciation sur la façon de s'opposer, sur la façon d'être de gauche, certes, authentiquement, mais aussi crédible dans les contre-propositions, sur, par exemple, la question des retraites. Et donc, ce sont ces débats-là qui, à vrai dire, sont des débats, je crois, sains, parce que profonds, parce que quel est l'enjeu derrière ? C'est est-ce que la gauche, qui aujourd'hui est faible, elle est à moins de 30% dans son ensemble, et le Parti socialiste, je vous en parle même pas, il est encore plus faible que cela. Est-ce qu'on est en capacité demain de redevenir une vraie force crédible pour représenter une alternative et après-demain l'alternance, face en particulier à l'extrême droite, puisque c'est ça le sujet. Bon, il y a plusieurs options pour y arriver, il y a plusieurs points de vue là-dessus, et donc c'est assez normal qu'il y ait un débat sur cette question-là. Et on a bien vu ces dernières semaines que les stratégies de l'outrance n'étaient pas forcément les plus efficaces. Lors de la campagne interne au Parti socialiste pour l'élection donc au poste de premier secrétaire, vous aviez qualifié cet accord de la NUPES de tambouille, un accord électoral qui est une tambouille, aviez-vous dit. Vous le pensez toujours ? C'était de la tambouille ? Ouais, je dis, mais comme à peu près tout le monde, que c'est d'abord un accord qui s'est conclu, il faut bien le dire, dans l'urgence, d'un moment législatif. Mais on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Mais sans la NUPES, sans cet accord, que serait le PS aujourd'hui? Combien auriez-vous de députés? 100, 6... Oui, mais enfin, bon, on peut faire est-ce que ça ne vous a hypothèses. pas un petit peu sauvé la mise tout de même? Ah, mais ça avait été dit à l'époque, ça a permis de sauver un certain nombre de postes, peut-être. Moi, je ne suis pas... Sans doute même, non? Sans doute, peut-être, certainement, mais avec d'autres conséquences aussi. Ça a gelé d'autres circonscriptions pour d'autres partis politiques, en particulier la France Insoumise. Et donc, ça a aussi d'autres conséquences. Et puis surtout, c'était un accord électoral dans un moment électoral. Aujourd'hui, c'est quoi la NUPES? Moi, je crois qu'elle mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est un accord intergroupe à l'Assemblée nationale. Pas plus, pas moins. D'ailleurs, vous l'avez vu au Sénat, M. Mélenchon s'est permis des injonctions des parlementaires sénateurs NUPES, et il s'est fait vertement reprendre à juste titre, parce que de NUPES au Sénat, il n'y a pas. Pas plus qu'il n'y en a dans la plupart, la quasi-totalité, à vrai dire, des territoires pour ce qui concerne les élus locaux. Il y a d'autres formes de rassemblement de la gauche qui, d'ailleurs, fonctionnent bien aussi. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, la vraie question, elle n'est pas par rapport au passé de 2022. Moi, je ne juge pas, et je vais même vous dire, je pense que c'était très difficile, y compris pour le PS, mais aussi pour d'autres partis politiques, dans l'urgence du contexte de 2022 législatif, de conclure un accord. Donc, c'est toujours facile de critiquer après. Je ne me permettrai pas ça. Ce que je sais en revanche, c'est que si on regarde l'avenir, est-ce qu'une stratégie fondée sur, objectivement, une domination, aujourd'hui, de LFI dans cet accord-là. Une domination ou un écrasement? J'ai dit domination, ce qu'on a vu à l'Assemblée. En pesant vos mots. Oui, parce que j'essaye d'être précis, mais qui est assez logique vu le résultat des urnes en 2022. Sauf que derrière, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Les dernières semaines, regardez les expressions des représentants syndicaux, regardez les expressions y compris de certains écologistes. On va venir à ça. D'un mot, je parlais donc il y a quelques instants de ces critiques qui ont été faites sur votre tendance à faire un peu cavalier seul. Et alors, l'une des illustrations, c'était cette tribune sur les retraites que vous avez publiée dans Le Monde le 21 février, qui a suscité donc des crispations. Tribune intitulée « Une vraie réforme de gauche est possible » et dans laquelle vous disiez notamment, pour battre la droite, il ne suffit pas de battre le pavé. Est-ce que vous vouliez dire par là que la gauche n'apporte rien dans ce débat? Non, pas rien du tout. D'abord, vous dites cavalier seul. Je signale juste que cette tribune a été co-signée. D'abord par une trentaine de personnalités. Il se dit que vous n'aviez pas prévenu personnalités. Et aujourd'hui, plus de 200 parlementaires, élus locaux, militants. Et je ne rappellerai pas les scores, mais il y a eu des scores
au moment du congrès de Marseille qui montre que nous représentons une sensibilité qu'il faut entendre aussi. Et cette sensibilité, elle existe dans le paysage. Vous n'en aviez pas parlé à Olivier Faure de cette... Nous avions discuté du sujet des retraites et je continue de dire quelque chose de très simple. D'abord, la gauche a raison de s'opposer de façon unitaire au projet qui est une régression injuste que veut imposer le gouvernement. Je suis allé au gymnase Japy avec l'ensemble des... Nous avons raison de nous opposer de façon unitaire. Mais s'opposer ne suffit pas, il faut proposer. Mais le rôle d'un parti politique, c'est non seulement de s'opposer, mais si on veut être crédible pour incarner une alternance, c'est aussi de proposer. Puisque moi, je suis maire de Rouen, à Rouen et ailleurs en France, les gens me disent, d'accord, vous êtes contre, ok, mais qu'est-ce que vous proposez ? Si demain vous êtes au pouvoir, vous faites quoi? Est-ce qu'on dit il n'y a rien à faire? Mais la France Insoumise répète sans cesse qu'elle a des nombreuses propositions. Mais la France Insoumise, et elle en a parfaitement le droit, évidemment. Et effectivement, la France Insoumise a publié un contre-projet qui est public, que je ne partage pas sur cette question des 60 ans, 40 annuités pour tous. Mais il a le mérite d'exister et il est clair. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste ne le ferait pas? Pour ne pas faire apparaître peut-être les divisions justement au sein de la NUPES, non? À partir du moment où vous avez un parti politique qui s'exprime sur un sujet aussi important que les retraites, je pense que les Français sont en droit d'attendre, eh bien, tout simplement, une position politique crédible. Et là, je pense que c'est essentiel, parce que dire sur les retraites que rien ne bouge, rien ne change, honnêtement, est-ce que c'est crédible? La société évolue. Pas uniquement, d'ailleurs, la longévité ou la question démographique. Mais aujourd'hui, au sein même du PS, le rapport au travail évolue. Il n'y a pas de position consensuelle au sein du PS sur l'âge de départ à la retraite, par exemple. Non, et c'est bien dommage. Et c'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de rapport au travail, c'est la place des seniors dans notre société, c'est le lien de la transmission générationnelle entre les personnes âgées ou les seniors et les jeunes sur le monde du travail. C'est les nouvelles pénibilités, les pénibilités qui ont été supprimées par M. Macron ou les pénibilités qui sont invisibilisées à l'hôpital, dans l'éducation, l'aide sociale à l'enfance, le handicap. Vous voyez, toutes ces pistes, je ne fais que les effleurer, mais pourraient être les ferments de positions et de propositions politiques réellement de gauche. Alors, vous parliez il y a quelques instants, vous avez fait allusion au débat à l'Assemblée nationale sur la réforme. Il est vrai qu'ils ont été particulièrement violents, et c'est en particulier LFI qui a livré, il faut le dire, des attaques assez brutales contre notamment le ministre du Travail, Olivier Dussopt. On se souvient par exemple qu'il a été traité d'assassin. Diriez-vous que ces débats ont manqué de dignité ? Oui, sur ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables. D'ailleurs, et Olivier Faure et d'autres l'ont dit très clairement. Et André Chassaigne, notamment, le président du groupe féministe, d'autres encore. Il a dit qu'il s'était senti humilié par ses propos. Oui. Mais je crois qu'on a eu raison de condamner ses propos. D'ailleurs, la personne en question s'est excusée. Mais là où, si vous voulez, j'essaye d'être précis. Nous avons des députés socialistes. Je pense à Boris Vallaud. Je pense à Jérôme Gage, je pense à Arthur Delaporte, Olivier Faure et d'autres encore, Christine Pires-Beaune, qui se sont engagés dans le débat et qui ont fait leur travail. Si je prends les 1 200 € dont le gouvernement nous avait expliqué au départ que ça allait être la panacée, que ça marcherait pour tout le monde, etc. On a vu à la fin du débat parlementaire que c'était un mensonge, que c'était absolument pas le cas. Qui a débusqué cela? Plusieurs forces, mais les députés socialistes, en particulier ceux que je viens de citer, ont pris toute leur part. Ce qui est malheureux, et là où c'est terrible, c'est que à l'extérieur de l'hémicycle, qu'est-ce qui est d'abord ressorti? C'est ce que vous avez dit, c'est l'outrance. C'est assassin, c'est le ballon avec M. Porte, etc., avec la tête du ministre, c'est les bruits, la fureur. Et c'est là où je dis que nous avons un souci, parce que Olivier Dussopt a dit aujourd'hui aux députés LFI qu'ils ont été dans ces débats les fossoyeurs de la démocratie. Est-ce que le propos est trop fort ou est-ce qu'il y a de cela un peu? Je ne sais pas s'il faut ajouter de la caricature à l'insulte, je ne sais pas si ça élève le débat non plus. Et puis n'oublions pas quand même que tout cela vient d'abord, il faut quand même le rappeler, du fait que le gouvernement a choisi délibérément de bloquer les débats sur une procédure dont d'ailleurs la pertinence constitutionnelle est discutable et d'ailleurs discutée, pour éviter un temps trop long de débat très sur le sujet. J'espère d'ailleurs qu'au Sénat, j'espère d'ailleurs que la sagesse reviendra au Sénat, parce que sur un sujet aussi important que les retraites, franchement, ça n'est pas très malin. Et ça, c'est de la première des obstructions. La première des obstructions, elle ne vient pas ni de LFI, ni de la gauche, ni de personne. Elle vient d'abord du gouvernement sur cette procédure de blocage. Parce que ça, c'est vraiment du blocage. Mais c'est vrai que derrière, alors que je viens de vous le dire, nous avons des députés, notamment socialistes, qui ont fait un boulot remarquable. Le message médiatique qui est malheureusement envoyé, le message dominant,
Oui. C'est effectivement cette indignité, cette outrance, etc. Et c'est ça qui pose un problème, je crois, dans ce que moi je souhaite comme rassemblement de la gauche. Il faut que le rassemblement de la gauche soit un rassemblement qui soit, comment dire, crédible sur le fond et sur la forme. Authentiquement de gauche, mais aussi crédible sur la forme. Et il n'y a pas besoin d'élever la voix pour élever la parole. Les syndicats appellent à durcir le mouvement social à partir du 7 mars, dans quelques jours. Donc, est-ce que vous pensez que cette date puisse être un point de bascule ? C'est tout à fait possible. Là encore, c'est la responsabilité du gouvernement d'entendre la colère sociale, d'entendre les syndicats, y compris des syndicats parfaitement responsables, réformistes, qui sont unanimement vent debout contre ce projet. Et si vous voulez, il y a un moment où, évidemment qu'il y a une gradation. Quand vous avez en face de vous un gouvernement qui est sourd et aveugle, et qui en plus a fait des promesses, je viens de citer les 1 200 €, qui sont de fausses promesses, c'est tout à fait logique que la colère s'amplifie. Mais c'est l'intérêt de personne que la colère s'amplifie. Ça ne devrait certainement pas être l'intérêt du gouvernement. Donc une fois de plus, je ne fais que dire que le gouvernement devrait écouter, entendre. Les syndicats ont des propositions. Les partis d'opposition, j'ai cité les socialistes et les députés socialistes, ont des propositions. Pourquoi est-ce que tout cela n'est pas entendu, tout simplement ? Et pourquoi à la fin, s'étonner si tout cela prend des risques de dérive ou de dégradation? Personne ne le souhaite, je ne le souhaite évidemment pas. Personne n'a envie de bloquer le pays fondamentalement. Simplement, si on n'est pas écouté, qu'est-ce qui se passe à la fin? La réforme des retraites a largement occupé et peut-être même un peu monopolisé le débat public d'une certaine manière au cours de ces dernières semaines, de sorte que l'on parle finalement assez peu de l'inflation galopante de bon nombre de produits de première nécessité qui rend très difficile le quotidien de millions de Français. Quelle peut être la contribution du Parti socialiste sur ce sujet? D'abord, je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui malheureusement n'est pas suffisamment porté sur le débat politique et médiatique. Et souvent, les chiffres masquent les réalités humaines. Par exemple, on vous dit l'inflation, bon, elle est à 5, elle est à 6, elle est à 7. C'est un chiffre un peu abstrait. La vérité, c'est le prix des pâtes, c'est le prix du pain, c'est le prix des denrées de première nécessité. Et souvent, il a augmenté de façon bien plus forte que les 5, 6 ou 7%. Sensiblement. Le prix de l'énergie, évidemment, voilà. Donc, on est dans quelque chose qui touche le quotidien. Moi, je vous ai dit, je suis maire d'une commune populaire, Rouen, et c'est vrai partout en France. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne faut pas raconter des blagues, on ne peut pas tout faire, mais il y a des leviers quand même qu'on pourrait mobiliser. Nous avions proposé, nous avons continué de le proposer, d'utiliser le levier fiscal, par exemple une réduction de la TVA sur les produits de première nécessité. C'est évidemment pas parfait, parce que ça s'applique à tout le monde, et donc on se dit, on va aider aussi des personnes qui n'en auraient peut-être pas besoin, etc., etc. Mais quand même, sur les produits de première nécessité, sur l'hygiène, sur l'alimentation, on voit bien qu'on est sur une situation difficile. Donc, en tout cas, on voudrait des propositions beaucoup plus concrètes du gouvernement là-dessus. Et la gauche, et singulièrement les socialistes, par leur expérience de terrain, les élus locaux notamment, a des propositions à faire. Merci Nicolas Meyer-Rossignol, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci et merci à Camille Néran et Julia Guggenheim qui ont contribué à sa préparation. Bonne soirée. T'as les passeports? Je suis un extraterrestre, papa. Oui. Bah non, c'est toi qui les as. Ah bah non. Ah bah si. Regarde. Ah bah si. Tenez madame. La météo avec Carrefour Voyage. Élu meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses. Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuelle. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui.